à tous et bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique, mais pas que. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vous allez voir, c'est très différent. Et puis donc du contenu de qualité dans une ambiance détendue. Aujourd'hui, c'est l'émission déjà 76. Je ne sais pas ce qu'on va faire pour la centième, mais en tout cas, on y va lentement mais sûrement. Et donc, je suis Pierre Landy, je suis accompagné pour animer cette émission mondialement connue d'Audrey Deléris et de Lindia Sauvage, mes acolytes préférés. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Lindia, comment vas-tu? Très bien, Pierre. Et c'est bien le sauvage, Pierre, et non pas sauvage. J'ai dit sauvage? Oui, Moi, tu parce as que dit c'est un petit peu sauvage. sauvage parfois. J'ai été griffé deux, trois fois après des chroniques trop longues, donc c'est de là d'où ça vient. Te C'est de là d'où venge. ça vient. Et Audrey, comment vas-tu? Je vais très bien, merci beaucoup. On est en Ravi de pleine vous forme retrouver. aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour une fois, donc comme je l'ai dit, une fois n'est pas coutume, on va pas parler de juridique pur et dur. On va parler de vêtements, de costumes, quand l'art du look, quand le style s'invite au bureau. Et on a une invitée exceptionnelle. Alors on va tout vous dire. C'est une très bonne amie à moi et à Lindia, et c'est en train de devenir une très bonne amie à Audrey. Je vous demande d'accueillir, de faire un tonnerre d'applaudissements à Valérie Ada qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Bon, eh ben Valérie, est-ce que tu peux déjà te présenter en deux mots et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Bon, ben écoutez, moi je suis Valérie Ada, je suis une créatrice de costumes pour le cinéma, la télé, le théâtre et aussi le web. Euh, je fais ce métier-là depuis maintenant pas mal d'années. Je crois que j'ai eu ma première machine à coudre à l'âge de 5 ans. C'était un cadeau de Noël que mes parents m'avaient offert. Et la seule image qui me reste de ça, c'est quelque chose, j'étais hyper déçue parce que pour moi, c'était pas un cadeau et c'était pas un jouet. Donc, je crois que je l'ai mis de côté peut-être pendant 6 mois et je l'ai peut-être pris un jour où il pleuvait, je sais pas. En tous les cas, à partir du moment où j'ai mis le nez dedans, je ne me rappelle plus quand je l'ai jamais plus quitté. Et je me retrouvais à 15 ans à faire des vêtements pour mes amis, faire du dépôt-vente dans les boutiques. Je séchais les cours pour aller dessiner au café des vêtements. C'était la grande époque du sentier, donc j'allais vendre des dessins en porte-à-porte. Et puis, à l'âge de 17 ans, j'ai eu la chance de rencontrer une créatrice de costumes cinéma qui s'appelait Olga Berluti, qui est ma marraine du cinéma et qui a commencé à mettre cousettes de boutons dans les ateliers. Et puis après, ben, de fil en aiguille, elle m'a fait faire toutes les prépas à la couture, après habillage figuration sur les films, après habilleuse, après costumière, après chef costumière. Je suis restée 6 ans son assistante avant de faire mon petit bonhomme de chemin toute seule. Bon, Voilà. bah, vraiment une carrière incroyable et un métier qui n'est pas commun. On va reparler d'ailleurs de ton métier tout à l'heure. Mais quel est le message aujourd'hui que tu as envie de faire passer à nos auditeurs? Je voudrais faire passer l'importance du costume dans le monde du travail et leur faire prendre conscience de toujours, dans tous les cas, rester soi-même. En fait, il faut regarder la boîte, le style de la boîte, être en respect avec ça, et puis, euh, et puis rester soi-même, ça veut dire ne pas chercher à se déguiser, avoir toujours les mêmes looks, et, Et rester toi-même finalement. Donc si on prend une analogie, Valou, qu'une boîte, on te dit il faut porter une chemise parce que tu travailles dans une banque. Oui, en fait, Ça veut l'exemple est dire quoi? facile, hein. L'exemple est facile. Un costume, si on imagine, comme tu dis, quelqu'un qui travaille dans une banque, on va avoir un costume, une chemise, une cravate. Ou pas, la cravate, ça dépend, à la date d'aujourd'hui, on peut s'en passer. Mais par exemple, un costume, ça peut être un personnage qui va arriver devant vous, qui va être ou un jeune loup, ou alors on peut être complètement disparaître dans un costume, on peut être arrogant, on peut être insignifiant, on peut être timide, on peut être hyper chic.
tout ça, avec les mêmes pièces, les mêmes éléments, va dégager qui vous êtes. En fait, il faut que la première chose qui apparaît, ce soit l'image. C'est-à-dire ce que vous dégagez, c'est votre caractère, c'est votre sensibilité, c'est le statut social qu'on voit aussi dans le costume, hein. Et il faut dans tous les cas que ça reste vous-même. Si d'un seul coup, vous mettez quelque chose qui ne vous ressemble pas parce que vous avez voulu être ou trop habillé à un rendez-vous ou pas habillé, ça ne marchera pas. Il faut vraiment ressortir ce que vous ressentez sur vous-même, quoi. Et tu sais à quoi ça me fait penser, Valou? Ça me fait penser, je crois que vous le savez tous, je suis un passionné de Disney, j'ai commencé ma carrière à Disney, et notamment dans les bureaux en tant que jeune juriste. Et en 92-93, il y avait un document qui s'appelait le Disney Look, et qui donnait un certain nombre d'indications sur comment on doit être habillé chez Disney. Et notamment pour les gens dans les bureaux, il y avait indiqué une veste, une chemise, une cravate, des chaussures de ville et un pantalon, voilà, un pantalon de ville. Et évidemment, moi, j'ai pris ça au pied de la lettre. Je trouvais ça d'un ennui mortel. Je n'ai pas changé ma personnalité depuis 93. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été acheter les cravates les plus démentes produites par Disney, donc des produits Disney, donc on ne pouvait pas m'interdire de les porter parce que c'était vendu dans les magasins, que j'ai pu trouver. Et donc, je me rappelle très bien, j'en avais une où il y avait les sept nains qui remontaient du bas de la cravate jusqu'en haut. Ils étaient leurs pieds sur les épaules de l'autre et ça remontait, comme ça, il y avait les sept nains. Il y en avait une autre, il y avait Cruella en bas de la cravate qui fumait. Et en fait, toute la cravate, c'était les nuages de fumée de la cigarette de Cruella. Et j'en avais comme ça. Ça devenait le gag. Et les gens avec qui je travaillais dans mes clients internes, chaque jour se demandaient qu'est-ce que j'allais leur sortir comme cravate. Et ça devenait, et voilà. Et en fait, ça véhiculait ma personnalité, exactement ce que tu viens de dire, si tu veux. C'est-à-dire que je respectais le look, le cravate, veste, chemise. Mais alors, par contre, les cravates, elles étaient grattes. Mais avec ton Mais avec caractère à toi, ça c'est voilà, clair. ma touche à moi, et c'est vrai que c'était très important et ça véhicule quelque chose. Et notamment pour un juriste, ça véhiculait bon, lui, il doit être un juriste rigolo, sympa, ça véhicule immédiatement quelque chose. Donc c'était intéressant. Parfait, bon, on va commencer. Donc maintenant qu'on a bien compris le principe général, à te poser les questions et je vais te donner la parole, India. Alors moi, Valérie, j'aimerais savoir en fait en tout cas que tu expliques à nos auditeurs qu'est-ce que c'est qu'une créatrice de costumes. Tu vas tout nous dire. Oui, une créatrice de costume, c'est quelqu'un qui se met au service d'un réalisateur et d'un scénario pour raconter une histoire avec ses costumes. C'est-à-dire qu'on va prendre personnage par personnage et faire ressortir le caractère, le statut social, de la même façon que nous tous dans la vie, parce qu'on raconte l'histoire de gens dans une tranche de vie. On ne prend jamais des gens au sortir d'une boutique ou au sortir d'un événement. On les prend au milieu de tranches de vie. Et il faut, avec les matières, avec les tissus, avec les lignes, exacerber ça. Le principe, c'est en fait faire disparaître le costume. On est au service vraiment de l'histoire des gens, de l'histoire du scénario, au service des gens, pour que quand ils arrivent à leur première apparition à l'image, on ne se pose plus de questions, on sait qui ils sont. Donc ça, c'est une des choses vraiment les plus importantes. Après, je prends un scénario et dans ce scénario, je fais les dépouillements, c'est-à-dire je sors séquence par séquence pour sortir le nombre de personnages, la saison, la chronologie, savoir sur combien de temps se passe l'histoire, euh, si on a besoin de double, de triple en fonction des séquences à faire et à refaire. Et à partir de là, une fois que j'ai toute cette technique de poser, je vais avoir mon premier rendez-vous avec le réalisateur. Et Et ça, je Valérie, vais, pardon, je par- t'interromps, mais c'est toujours comme ça. Je veux dire, il y a toutes les étapes comme ça de travail, elles sont toujours toujours, dans le même ordre, toujours. D'accord. toujours, c'est la base en fait. On ne peut pas commencer des costumes si on ne sait pas exactement combien on doit en faire parce que on a ce premier rendez-vous avec le réalisateur, hein, et là, il va vous donner sa vision et vous lui racontez vos costumes parce que déjà, à la première lecture d'un scénario, moi, j'ai des images qui arrivent dans ma tête. Et après, je suis là pour lui apporter des idées, mais aussi être au service des siennes pour avoir ce mélange et que le projet existe. Mais après, on continue avant vraiment de rentrer dans la création complètement. On fait un devis pour la production parce que c'est aussi pareil, on doit être au service d'une production qui va avoir un certain budget pour le projet.
Et à partir de là, je me mets à faire mes maquettes. Je commence à courir dans tous les sens, que ce soit, alors si on est en époque, on est beaucoup aux puces, on est beaucoup dans la recherche des tissus pour essayer de trouver des tissus anciens. On est dans les boutiques aussi. Si on doit monter des stocks quand on a des grosses figurations, parce que des fois on peut avoir des figurations de 1200 personnes et on n'a pas obligatoirement ni le temps ni le budget de faire des costumes et des maquettes pour tout le monde. Donc on va faire des stocks chez les loueurs de costumes, hein, mais on va aussi pouvoir changer ces stocks, c'est-à-dire on s'en sert comme de base et après on rajoute des choses qu'on fabrique, on en enlève d'autres. Les mélanges font qu'on peut faire des tableaux de couleurs, on peut faire des ambiances. Et à partir de ça, le projet monte. Quand la réalisation commence à être avancée et faite, là, on travaille à une partie qui est extrêmement importante, c'est la patine, la teinture, la patine et le vieillissement. Toujours dans le même principe, c'est de ne pas faire des Playmobil qui sortent ou de boutiques de mode ou d'ateliers de couture pour que ça ait de la vie. On abîme, on teint, on frotte, on salit suivant suivant le personnage et on lui donne sa sensibilité. Et dis-moi, est-ce que cette histoire de savoir que ça doit être évident quand on voit un personnage qui arrive à l'écran, euh, euh, donc, quand c'est du contemporain, j'imagine que nous, on sait immédiatement si c'est quelqu'un qui est hyper branchouille ou qui a pas un rond ou machin, tu vois, parce qu'on est habitué au costume. Mais j'imagine que tu dois avoir cette même idée dans les films d'époque et on est moins familier avec ce que portaient les gens à l'époque. Comment est-ce que tu te débrouilles pour quand même que le spectateur comprenne un peu de la même manière que si c'était un film d'actualité? Ça va être. Mais exactement de la... Pardon, excuse-moi, je t'ai Vas-y. coupé la Non, parole, mais vas-y. exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a les lignes d'époque qu'on voit, qui sont claires et nettes parce qu'on a toute l'ambiance du film, mais on va travailler par couleur, on va travailler par matière, on va travailler aussi par ligne. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien faire pour moderniser, c'est-à-dire qu'un personnage va avoir son propre caractère. Si on est en film d'époque, souvent, il était inconcevable pour une femme, par exemple, de sortir sans chapeau, sans sac à main, sans les gants, sans tous ses accessoires. Moi, je dis que si une femme, elle a envie de sortir sans son chapeau, on fait de la fiction, on fait pas de documentaire, elle va sortir sans son chapeau. Si on veut qu'elle sorte en chemise de nuit faire du cheval, elle va sortir en chemise de nuit faire du cheval. Et souvent, j'ai eu une séquence, ça m'est arrivé dans le bazar de la Charité, une séquence où la comédienne était très peu vêtue sur un cheval. Même s'il fait froid, nous, on trouve techniquement de quoi lui mettre des chaufferettes à l'intérieur, de quoi la chauffer, mais il faut être au service du film. Et tous ces personnages, pardon, prennent le caractère. Par contre, quand je prends des libertés au niveau des comédiens principaux, ou parce qu'ils sont plus jeunes, ou parce qu'ils sont rock'n'roll et qu'on a envie de les rendre contemporains, toute ma figuration est nickel. C'est-à-dire, c'est comme le devoir de mémoire est là et c'est mes bases. Ça me permet de pouvoir justement donner toute la sensibilité que j'ai envie et de faire ressortir en relief mes personnages. Pour Et tu moi, as des ça, c'est quelque chose de vraiment important, quoi. Excuse-moi, madame, je t'ai coupé la parole. Hein. Justement, est-ce que tu as des libertés ou est-ce que parfois ceux qui écrivent, les scénaristes, du coup, ont déjà tout indiqué en termes de costumes? Ou est-ce Oui, que... bien sûr, parce que c'est pas seulement les scénaristes, c'est aussi un réalisateur qui peut dire cette fois-ci, je la veux en robe rouge. Par exemple, je parle d'une femme, je pourrais parler d'un homme en costume rouge, hein. Et à ce moment-là, à moi de respecter complètement ça ou de le transcender, de dire écoute, quand on veut mettre l'accent sur un personnage, on l'habille souvent en rouge, pourquoi pas travailler le violet, pourquoi pas travailler une histoire. Mais dans tous les cas, c'est le réalisateur qui tranche. C'est lui, c'est son projet à lui, c'est son film à lui. Et, euh, et c'est à moi de l'emmener vers des choses de création qui peuvent apporter, mais dans tous les cas, c'est son bébé, quoi. Ok. Nos auditeurs, alors j'allais dire Valou, je vais le dire parce que c'est son surnom.
Valou a travaillé, donc elle l'a mentionné, sur Le Bazar de la Charité, qui est une grande série qui est passée sur TF1 et qui est passée aussi sur Netflix, et Les Combattantes aussi, qui est une autre grande fiction. Enfin, elle a travaillé sur plein de choses, Valou, mais plus récemment dans des gros projets, quand tu parles d'énormes figurations, c'est ce type de Ouais. projet Bah, euh, où il y avait, voilà, et la patine dont tu as parlé tout à l'heure, dans Le Bazar de la Charité, quand on se retrouve avec tous ces bourgeois qui se retrouvent coincés dans ce bazar qui prend feu, ça doit être hyper frustrant de créer tous ces c'est du faux costumes feu. auxquels on fout le feu, quoi, hein, c'est ça, hein? C'est ça. Certains, on les mettait en feu et pour ça, on a travaillé avec des vêtements. J'ai fait toute une fabrication de vêtements en double exemplaire chacun parce qu'on tourne jamais dans la chronologie. Donc, des fois, on tournait le feu et la semaine d'après, on allait tourner l'arrivée au bazar. Et on fait que avec des matières naturelles et on fait ignifuger les vêtements parce que quand un costume brûle, si c'est une matière synthétique, ça va accrocher à la peau et brûler. Alors que quand c'est une matière naturelle, ça peut des fois brûler, mais ça glisse sur la peau. Et on a fait tout. On a fait une fabrication de 400 costumes en double exemplaire pour le bazar. Et les combattantes, quand on parlait de teinture de vieillissement de patine, j'avais un stock de plus de 600 figurants militaires et j'avais à peu près 1200 1600 costumes civils complets, de la chaussette à la lingerie si ça doit se voir. Bon, alors ça y est, là, tu nous as fait rêver. On est parti dans un autre monde. On n'est plus du tout dans le monde du travail, mais on va malheureusement y revenir un instant. Parce que, bon, je comprends que tu nous dis tout ça pour expliquer que dans le cinéma comme dans la vie, eh ben, le look, ça se fait pas au hasard. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est comment aborder le costume, le look dans le monde du travail. Alors, dans le monde du travail, la première chose à faire, c'est être attentif au style de la boîte tout en restant soi-même, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est le plus important. Les conseils que je pourrais donner, c'est ne jamais s'habiller, par exemple, en total look avec la même marque. Ça marche pas, ça annihile complètement le look. On n'est jamais, c'est pareil, c'est comme dans les films, on n'est pas des Playmobil. On va pas faire un look totalement créateur. On va mélanger des choses qu'on peut avoir même depuis très longtemps et puis, se regarder dans la glace, c'est-à-dire ouvrir ses placards, euh, déjà faire le point de ce qu'on a, c'est-à-dire virer tout ce qu'on n'a pas mis depuis un an. Si on ne l'a pas mis depuis un an, c'est qu'on ne le mettra plus et que ça ne sert à rien. Après, vous regardez devant une glace, ça veut dire que vous êtes grand, petit, rond, maigre. Euh, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. Par exemple, quand on est petit, on va pas mettre une veste trop longue. On va plus s'axer sur des blousons ou des vestes plus courtes. Quand on est grand, on va pas mettre de grands manteaux longs parce que sinon, on aura l'air d'un parapluie. Essayez de trouver ces lignes comme ça. Et puis après, souvent dans les boîtes, on se dit qu'on doit être habillé un peu classique. Mais à la date d'aujourd'hui, on a la chance, c'est que le classique peut se surpasser complètement. On est, par exemple, aujourd'hui, si vous avez un costume, vous pouvez mettre très bien un très beau sweat ou un très beau t-shirt. Il y en a des épais et de belle qualité. Ça, c'est des choses qui vont vous amener à un côté complètement actuel, sans pour autant manquer de respect de quoi que ce soit. Vous pouvez aussi des petites choses, ne plus mettre de ceinture sur un costume, ne plus mettre de ceinture sur un jean. C'est des petits détails tout bêtes, mais ça y est, c'est fini. Et même quand vous êtes en grande soirée où vous devez être en smoking, ne plus mettre de ceinture de smoking, ça y est, c'est fini. Ça, c'est des petits clins d'œil qui font que tout de suite, on repère sur une silhouette si elle est actuelle ou pas actuelle. Après, on peut parler de look même au niveau des cheveux et des barbes, messieurs. Donc, moi, je prends l'exemple de la pub en ce moment de Chanel, où c'est une pub photo qu'on a dans les rues sur les abribus, où on a un mannequin qui a carrément le look de Charles Bronson dans les années 75. Alors, en fait, ça fait quasiment 2 ans qu'on est complètement à la moustache plutôt qu'à la barbe. Les Robinson Crusoe, c'est fini. Si on veut se faire une barbe, dans tous les cas, il faut qu'elle soit extrêmement bien taillée. Et ça, c'est des choses très importantes parce que
quand on a quelqu'un en face de soi, si on sent du laisser-aller au niveau de soi-même, ça marche pas. Ça marche pas. C'est comme l'exemple d'être toujours hyper clean sur soi. Une chemise, ça se repasse. Elle doit se passer sur vous. Moi, je vois trop de choses comme ça où on voit des gens qui ont dû laisser aller. Et, euh, et ça, c'est important. Et même une paire de baskets, ça passe en machine, hein, très facilement à 30 degrés. Vous la mettez direct et puis c'est clean. C'est du coup des petits éléments qui vont faire que on, on a un côté, on a un côté qui est là, qui est présent, qui est dynamique, qui est pas, je veux dire, le froissé donne un côté endormi, un peu mou, moi je dirais. Ce qui est amusant quand tu décris ça, c'est que, donc, vous le savez, en 99, j'ai rejoint Yahoo et j'ai passé un entretien chez Yahoo, mais en 99, la startup, le look startup, tout ça, on était à des milliards d'années-lumière. Et donc, je suis évidemment allé en costume à cet entretien et je me suis retrouvé face à un DG France qui était en short à côté d'un baby-foot. Enfin, voilà, et j'étais là, mais mon Dieu, mais c'est pas possible. Donc immédiatement, quand j'ai vu ça, c'était trop tard, j'étais déjà venu en costume, j'avais pas mis de cravate, mais j'avais déjà le costume sur le truc. Donc j'ai dit, je peux peut-être enlever ma veste. Tu vois, j'ai fait ça, j'ai enlevé la veste, j'ai essayé de trouver un truc. Et fort heureusement, il y avait un deuxième entretien, et là, j'ai complètement changé le look, tu vois, parce qu'il y a un moment, il faut regarder où vous êtes, tu vois. C'est ça, c'est exactement Et ça. je n'ai C'est jamais plus remis le costume. Après, je suis arrivé la deuxième fois en basket, un jean propre, une chemise, tu vois, mais j'ai changé immédiatement. Mais à l'époque, ça ne se savait pas, tu vois. Et tu as être complètement attentif au raison. style de la Essayer de boîte. savoir où tu mets les pieds. Et j'ai une anecdote aussi qu'on a évoquée lors de la préparation de l'émission. Là, c'est pas un entretien que j'ai passé ou pour ma société, mais c'est que j'ai représenté en fait mon cabinet dans un rendez-vous. Et en fait, j'étais au fin fond de l'Île-de-France et j'y suis allée habillée comme mes rendez-vous parisiens habituels. C'était il y a quelques années. Et je suis arrivée dans une usine en fait qui fabrique du matériel de bricolage avec mes talons, ma jupe, mon tailleur, et c'était complètement inapproprié. Genre, revis la scène pour le coup, et je pense que maintenant ça me ferait beaucoup beaucoup rire. Et moi, j'ai mis du temps à lâcher la veste. Et d'ailleurs, c'était une petite blague avec mes collègues pour le coup. Mais c'est vrai que j'ai gardé très longtemps la veste. Donc, même dans cette usine de matériel de bricolage, j'avais encore ma veste, mais c'était absolument décalé et pas du tout approprié. Même si je venais de l'extérieur de l'entreprise pour le coup. Tu devais être extraordinaire avec tes petits talons en train Très de drôle. sauter par-dessus les câbles. Très, très drôle. C'est pour ça que c'est important, en fait, c'est de vraiment être attentif au style de la boîte. Voilà, et toujours pareil en restant vous-même, hein, sans chercher à se déguiser, il faut vraiment trouver son look, le look de soi-même. Et surtout, oui, il y a un truc que j'ai oublié de dire qui est important, c'est soyez toujours le même, c'est-à-dire que c'est pas un rendez-vous, on s'habille comme ci, à un autre rendez-vous, on s'habille comme ça. Dans la vie, vous devez être vous-même tout le temps dans n'importe quelle situation de travail. Un jour, vous avez un meeting important, vous vous habillez d'une façon, bah, le lendemain, en allant au bureau, vous vous habillez pardon, de la même façon. C'est pas la peine de se dire aujourd'hui, j'ai pas de rendez-vous, j'arrive en jogging à la boîte. Ça marche pas, ça. C'est vraiment restez vous-même, trouvez votre look, mais restez vous-même tout le temps que l'image soit stable, quoi. C'est ce que ça évoquera de vous. Alors justement, Valérie, je pense que tu souhaitais aussi insister sur quelques points qui peuvent être utiles à nos auditeurs. Oui, les points qui peuvent être utiles aux auditeurs, bon, j'en ai déjà cité quelques-uns comme la ceinture, comme le look. On peut être complètement dans la tendance et rajouter des pièces. Il faut toujours être avec des belles qualités. Vaut mieux avoir une jolie pièce ou deux jolies pièces que plutôt quatre achetées à bas prix sur Vinted sans avoir coché l'étiquette neuf avec étiquette, comme quoi, ou voilà. Euh, regardez son corps, regardez la façon dont on est fait pour faire attention aux lignes. Alors justement, tiens, parce que comment les lignes, quand tu as, ça me fait penser à un sketch de Catherine et Liliane où il y a je crois que c'est Franck Dubos, je ne sais plus lequel, qui dit, toi, tu es pêche, toi, tu es vraiment pêche, et toi, tu es plutôt poire. Et quand on est plutôt, moi, j'ai plutôt tendance à être poire ou bouteille d'orangina, c'est quoi tes conseils justement Pour pour toi, rester, oui, bah, quelqu'un qui a des formes, quoi, tu vois, qui est un peu en forme d'orangina ou de poire.
Je sais que souvent, tu parles des bretelles, des trucs, il y a des trucs quand même pour aligner et pour donner ce look professionnel. Alors déjà, pour quelqu'un qui a une silhouette comme la tienne, on va essayer de l'allonger, de ne pas travailler avec des rayures horizontales, par exemple. Et pour ça, on est plus facile. Si tu devais porter un costume, hein, vaut mieux avoir un costume pareillé qu'un costume dépareillé. Parce que souvent, les dépareillés, on change de couleur, ça te coupe au niveau de la silhouette. Alors qu'un costume entier, tu vas avoir la veste et le pantalon qui vont être dans la même couleur, hein, et qui vont allonger la silhouette. Après, une fois que tu as ce costume-là, c'est pas la peine de rajouter un manteau long dessus pour alourdir. Toi, il faudrait plutôt prendre un trois quarts qui arriverait presque au-dessus du genou pour donner du dynamisme, tu vois, et redonner de la silhouette du dynamisme. Me fascine, moi, tous ces détails. Est-ce que toi-même, quand tu vas à un rendez-vous professionnel, puisque finalement, tu es évidemment tu es indépendante, mais tu as différents rendez-vous, est-ce que, pareil, tu fais la recherche un peu du type de personne que tu vas voir et tu te dis, il faut que j'adapte mon look, ou au contraire, ton look est toujours le même, quels que soient les réalisateurs ou les boîtes de prod ou les gens que tu vas voir? Alors, Toi, moi, c'est Oui, je peux répondre à ça. En fait, moi, je suis pas dans le contexte d'avoir des boîtes où on a des looks à suivre. Le milieu du spectacle est un milieu complètement ouvert sur plein de looks. C'est-à-dire que moi, j'ai mon look et je vais le garder. Par contre, je fais toujours attention aux lignes sur mon corps. Moi aussi, j'ai tendance à être ronde. Et ben, je vais essayer de cacher ce qu'il y a à cacher, de montrer ce qu'il y a à montrer. Je vais surtout faire attention à ce que je sois à l'aise. C'est pas ce jour-là que je vais mettre une paire de chaussures à talons où je vais avoir très mal aux pieds et me dire oh mon Dieu et je pensais à mes pieds parce que quand on a mal aux pieds, on pense à rien d'autre. C'est la même chose en tournage quand si un comédien il est pas à l'aise dans ses chaussures, il pourra pas jouer quoi. Donc moi, je garde mon look, c'est le mien. Par contre, bah, j'essaye toujours d'être, enfin, c'est pour moi la propreté et ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est primordial, quoi. Je vais jamais arriver avec une chemise gradouille ou avec un truc par passé ou froissé sur soi, parce que j'adore le lin, j'adore le côté froissé parce que ça donne de la vie, par exemple, mais je vais le repasser pour le refroisser. Par exemple, en tournage, quand j'ai des vêtements, des chemises en lin pour les comédiens, nous, Parisiennes, on lave les vêtements tous les jours aux comédiens. Il y a l'habilleur qui est chargé de laver la chemise, le t-shirt, les chaussettes tous les jours. Et ben, le matin, bien évidemment, on les repasse. Mais par exemple, je vais leur en mettre sur le dos avant d'aller au maquillage coiffure, où ils vont passer quasiment une demi-heure ou une heure ou 2 heures, suivant si c'est suivant le personnage. Mais au moins, pendant qu'il sera dans le fauteuil du maquillage coiffure, ça va bouger, ça va se froisser, ça va prendre de la vie. C'est fascinant. Quel conseil, Valérie, tu pourrais donner? Il y a des gens qui savent pas trop se looker, qui sont pas dans cette tendance-là, c'est pas leur truc. Quel conseil tu leur donnerais en fait? Comment on Il y a, trouve il son y a look des en gens qui fait? sont des personal shoppers, hein. Il y a des gens qui font Ouais, ça. c'est ça. Si Ouais. vraiment les gens ont un petit budget, on n'a pas besoin d'avoir des gros budgets pour ça. Ils peuvent le faire et prendre quelqu'un qui va venir leur donner un coup de main, qui va venir dans leur placard leur dire ça oui, ça non, ça on raccourcit, ça on enlève, ça c'est trop vieux, ça c'est nouveau. Après, je sais un conseil tout bête, par exemple aux Galeries Lafayette, je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub ici ou Oui, quoi, oui, bien sûr. mais vous allez les voir et puis vous leur dites, voilà, j'ai pas de look, je voudrais un coup de main. Et il y a un service qui s'occupe de ça, qui peut vous aider directement, qui cherche évidemment à vous vendre tout le magasin, si ce n'est plus. Et surtout faire attention que quoi qu'on vous mette sur le dos, faut vous sentir bien. Et Et ne tu jamais précises le dire, je budget. le prends, c'est un peu petit, je vais maigrir, ça marche pas. Ça Non, marche pas, on ne maigrit jamais au moment où on veut. Et en tous les absolument. cas, même quand on a réussi à perdre les quelques kilos en trop, et ben le vêtement est dépassé, on n'a plus envie de le porter. Donc ça, ça c'est vrai parce que ça marche à tous les coups. Et et puis bah, après, il faut tomber sur des bons parce qu'une fois, c'était bien avant que je te connaisse, Valou, j'avais rencontré une personnage shoppeuse et elle m'avait regardé, elle m'a dit, vous êtes fan d'automne. Et alors, je me suis dit, femme d'automne, alors déjà, celle-là, eh ben, il faut qu'elle reste dans les annales.
Donc voilà, c'était ma couleur J'adore, automne. j'adore. Donc déjà, j'étais là, bon, donc je suis un mec à la base, mais bon, je suis fan d'automne. Et donc voilà, c'est magique. Donc Valou, C'est je sais pas si tu drôle. sais, mais je suis fan d'automne. Voilà. Et c'est sur ça que j'ai encore plein de questions à poser. Je sais que Audrey et Lydia aussi. Mais la femme d'automne que je suis meurt d'envie d'écouter vos chroniques. Et on va donc commencer, si vous voulez bien, par la chronique de Lydia. Et qui dit chronique dit jingle. Merci Pierre. Alors effectivement, la tenue vestimentaire en communication est loin d'être un sujet futile, bien au contraire. Rappelez-vous que 80% de l'impact de votre communication est non verbal. Et oui, vous m'avez bien entendu, 80%. Et dans ce vaste univers du non-verbal, la tenue occupe une place de choix. Elle fait partie intégrante de l'image que nous projetons et donc de notre efficacité aussi à communiquer. Alors, lorsque j'accompagne mes clients sur la prise de parole, il m'arrive de les filmer. On débriefe ensuite à chaud et ces moments sont souvent révélateurs. En préparant cette chronique pour notre émission avec Valérie, je, je me suis immédiatement en fait souvenue de certains clients pour qui la tenue vestimentaire a été un véritable déclencheur dans leur progression. Je vais partager avec vous une histoire marquante, mais pour préserver évidemment la confidentialité, je vais changer les prénoms comme il se doit. Alors, je vous présente Caroline. Caroline, elle venait d'être promue directrice juridique d'une belle équipe de 25 personnes, brillante, très enthousiaste à l'idée de ce nouveau rôle. Caroline était cependant très stressée à l'approche d'une présentation devant le COMEX. Et pour elle, ce rendez-vous à fort enjeu semblait mais vertigineux. Alors pourquoi? Parce qu'il fallait préparer son discours, asseoir sa légitimité, affronter aussi les regards perçants des membres du comité exécutif, ce qui représentait à peu près une dizaine de personnes, toutes évidemment très expérimentées. Bref, elle avait peur de perdre pied devant ce défi intimidant. On a donc commencé à travailler, je l'ai filmé durant les répétitions et lors d'un débrief, je lui ai posé une question simple, mais assez puissante. Qu'est-ce que tu vois? Et là, sa réponse fut instantanée. Elle me répond, je vois quelqu'un qui n'est pas sûr d'elle. Ce moment a été un point de bascule, évidemment, dans notre travail. Sans entrer dans tous les détails, nous avons abordé un sujet crucial, sa tenue. Elle m'a avoué ne pas faire beaucoup d'efforts à ce niveau. Et là, une analogie, Valérie, s'est imposée naturellement. Je lui ai dit, regarde un comédien. Il entre dans son rôle une fois qu'il enfile son costume. Un avocat, Pierre, c'est pareil, quand il revêt sa robe, il est prêt à plaider. Alors toi, pourquoi ne pas t'aider d'une tenue qui te ressemble, qui te mette en valeur et qui te permette de prendre pleinement aussi la mesure de ton rôle? En tant que coach, mon rôle n'est pas de donner les réponses toutes faites, mais d'amener le client à trouver sa propre solution. Et c'est ce qui s'est passé. Lors de notre séance suivante, Caroline est arrivée transformée, coiffée, maquillée, portant une robe qu'elle aimait bien, accompagnée d'une veste en cuir qui lui donnait de l'assurance. Ce n'était pas juste un changement d'apparence, c'était bien plus que ça. Elle avait pris le rôle de la directrice juridique. Ce qui est marquant, c'est que ce changement de tenue lui a permis de s'autoriser à être confiante, à se sentir bien dans sa peau, jolie et forte. C'est pas un simple détail, sa posture avait changé, son attitude était différente, la tenue était devenue le révélateur aussi de son potentiel. Alors je le répète souvent, tout comme il est essentiel d'avoir une parole qui vous ressemble, il est tout aussi important d'avoir une tenue qui vous représente. Le costume, au sens large, nous donne une posture, il contribue à créer l'attitude qui fait aussi notre singularité. Alors, la prochaine fois que vous vous préparez pour une réunion
une présentation ou même une journée de travail classique, posez-vous la question, quelle image ai-je envie de projeter? Votre tenue peut être l'une des clés aussi pour pouvoir ouvrir la porte de votre réussite. Merci à tous les trois pour votre attention et à nos auditeurs, bien sûr, et surtout, prenez soin de votre image. Elle parle parfois plus fort que vous. Oh, comme c'est bien dit, C'était Lindia. clair, c'était Et, clair. et ça me fait rigoler parce que cette semaine, j'ai un séminaire à animer. Et en t'écoutant, je me suis dit, oui, je vais mettre mes chaussures orange pour y aller. Et tu vois, Ah et oui, parce que j'ai envie c'est des entrepreneurs et tout, et j'ai envie de casser l'image qu'ils doivent avoir dans la tête de ce que c'est qu'un avocat qui va venir leur parler de monter des équipes, construire des complètement. équipes. Et Ouais. donc, je me dis, tiens, je vais mettre mes chaussures orange, mais je le fais exprès. C'est pour, voilà, c'est pour envoyer Passer les un codes. signal, pas casser les codes et se dire, ah, Ouais, tiens, bon, lui, il est étonnant. Voilà, et ouais. c'est donc vraiment, Et ça va évidemment avec ta personnalité. C'est toujours ça, en fait, hein. C'est ce que dit Valérie tout à l'heure aussi. C'est C'est absolument. important. Il faut rester qui on est. mm, mm. Absolument. Très bien. Eh bien, écoute, merci Lindia. Et sans plus attendre, eh bien, l'ingénieur du son que je suis aussi dans cette émission, pour ceux qui sont nouveaux à nous rejoindre, va lancer le jingle d'Audrey. Here we go! Get the fever. Merci beaucoup Pierre. Alors avec Valérie et Lindia, on a parlé tenue vestimentaire et dans cette chronique, moi aussi j'ai eu envie de parler de ce sujet et plus précisément de est-ce que l'habit fait le juriste? Alors aujourd'hui, je vais vous partager quelques anecdotes mémorables, en tout cas pour moi, sur des candidats que j'ai rencontrés et qui, soyons honnêtes, sont un peu passés à côté des bases. On va parler de tenue, mais aussi de comportement en entretien, et c'est parfois lié. Donc préparez-vous, car certaines situations valent vraiment le détour. Et je suis très heureuse de vous les partager. Donc on va commencer par un incontournable, donc la tenue vestimentaire, puisque c'est la thématique aussi de cette j'allais dire journée entière, peut-être pas, mais en tout cas de cette émission. Un jour, j'ai eu un candidat qui postulait pour un stage qui s'est présenté en sweat à capuche. Alors, comme je vous ai parlé de ma tenue pour aller visiter une usine, où j'avais forcément voilà, une veste de tailleur et des talons, vous imaginez bien ma tête quand j'ai vu ce sweat à capuche. Voilà, on m'aurait dit qu'il allait à une soirée entre amis, hein, voilà, sauf que je n'étais pas son ami et on était lors d'un entretien. Et en plus, il n'a pas décroché un sourire durant tout l'échange. Donc, autant vous dire que le message était très clair, il n'avait pas du tout envie d'être là. Donc, même pour un stage, un entretien, c'est une opportunité à saisir. Donc, on commence par faire bonne impression. Dans ce cas-là, je n'avais pas demandé un costume 3 pièces, ça aurait été carrément à côté de la plaque, mais le sweat l'était tout autant. Donc, il faut montrer quand même un minimum d'effort, c'est essentiel. Voilà, croyez-le ou non aussi, j'ai eu une fois une candidate qui est arrivée à l'entretien avec un manteau, parce qu'on arrive dehors, donc pas de sujet là-dessus, mais elle est restée en manteau fermé avec son écharpe tout l'entretien. Voilà, donc elle était peut-être un peu froid, mais j'ai trouvé ça un peu excessif. Et ce genre de détail donne surtout l'impression qu'elle était prête à repartir à tout moment. J'ai pas senti quelqu'un d'engagé dans la conversation, donc ça m'a assez gênée pour le coup. Donc ça requiert à mon sens un minimum de savoir-vivre pour le coup aussi, juste d'enlever son manteau, juste de s'ouvrir à la discussion, c'était, je pense, aussi important. Maintenant, on en a parlé déjà avec toi, Valérie, mais on va parler aussi d'adaptation vestimentaire. Toi, tu en as parlé du coup, quand on est en poste déjà, mais c'est dès l'entretien, voilà, que ça a un impact. Donc forcément, il faut se renseigner sur le secteur, comme tu le disais très justement. Voilà, si on va dans une start-up très jeune, très dynamique, on ne va pas mettre une veste et une cravate, on va paraître vraiment très rigide. Mais à l'inverse, le stagiaire que je vous évoquais tout à l'heure, il n'est pas passé avec moi, il ne passera pas non plus en cabinet d'avocat ou en banque. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre entre le professionnalisme et la décontraction. Donc, l'idéal, je me donne à mon niveau, hein, parce que je ne suis pas costumière, chef costumière comme toi, Valérie, mais en tout cas, il faut trouver un juste milieu. Quand on ne sait pas, on adopte voilà, un pantalon bien coupé, propre, ça comme tu le disais, mais c'est vraiment bien de le souligner pour le coup, les chaussures Je pareil. vois tellement tous les jours. Voilà, et pareil, la question se pose, et c'est vraiment mes collaborateurs me posaient les questions, est-ce qu'il vaut mieux une paire de baskets de ville nickel ou une paire de chaussures de ville complètement abîmées? Bon, bah, vaut peut-être mieux en effet être nickel pour le coup, et il faut vraiment toujours adapter. Voilà, et ne pas respecter le code vestimentaire d'une entreprise, ça en dit long aussi sur la compréhension des attentes d'un employeur. Donc, il faut vraiment aussi avoir ça en tête. Et petite anecdote aussi, une fois j'ai une cliente qui a reçu un directeur juridique que je lui ai présenté en entretien. Directeur juridique, 15-20 ans d'expérience,
enfin, vraiment très bien, que je connaissais depuis longtemps, et qui m'a dit, bon, il est pas mal votre candidat Audrey, il avait une veste, je dis, ah, super, mais il avait un jean aussi. Et ça l'a gênée. Alors, ce n'est pas pour ça qu'elle ne l'a pas pris. Il y avait d'autres raisons pour lesquelles elle pensait que ça ne fitait pas avec les opérationnels, ça n'aurait pas fité en tout cas avec eux. Mais ce jean-là, en tout cas durant l'entretien, ça l'a gêné. Donc j'ai dû faire un retour au candidat. Vous imaginez que ce n'était pas super évident. Donc pour finir, une toute dernière anecdote très rapidement, qui pour moi est inoubliable. Et un jour, j'ai reçu un directeur juridique qui apparemment était très stressé. En tout cas, je l'ai compris après. Il s'est assis, il s'est mis à parler très fort. Il a empoigné la table devant lui, et donc il était aussi devant moi, et ça m'a vraiment fait sursauter. Donc, bien qu'il avait le costume de l'emploi, entre guillemets, et de l'entretien et du directeur juridique, voilà, il a eu des gestes quand même assez violents, j'ai trouvé, entre guillemets, et ça a créé une atmosphère très tendue et dérangeante. Donc, pour moi, ça a manqué de professionnalisme. Donc, quand on est en entretien, c'est une tenue, mais c'est aussi un comportement aussi, avoir l'air posé, même si on est stressé. Donc, on respire absolument avant, pendant et après. Ça, c'est vraiment important. Voilà, donc c'est un petit tour des erreurs à éviter en entretien, que ce soit pour la tenue ou le comportement. Chaque détail compte et peut faire la différence entre une impression positive ou un échec. Et en tant que candidat, l'objectif, c'est vraiment de montrer que vous comprenez les codes du monde professionnel. Donc, que vous soyez en costume ou en smart casual, comme on dit, ayez des gestes posés, une attitude sereine et mettez toutes les chances de votre côté. Et je terminerai avec cette citation que vous connaissez tous. On n'a jamais une seconde chance de faire une première bonne impression. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique. Et d'ici là, je compte sur vous. Faites bonne impression. Merci Audrey, merci, Super, merci, super. merci. Écoute, on a encore un peu de temps, donc on a quelques questions supplémentaires. Valou, et moi, Ouais. je vais poser la première. Je me rappelle très bien, je dirais que c'était il y a 5 ans, que tu m'as dit, regarde tous ces garçons avec leur barbe là, machin, etc. Ils sont complètement has-been, alors que c'est la moustache maintenant. Ça va aller vers la moustache. Et effectivement, tous les garçons en question, mais 5 ans après, c'est-à-dire que ça fait à peu près un an que les mecs se mettent à la moustache, sont tous passés à la moustache. Comment est-ce que tu savais il y a 5 ans qu'on allait passer à la moustache? Comment est-ce qu'on repère les tendances comme ça? En fait, c'est l'air du temps. C'est des choses qu'on sent, qui sont là. C'est des choses qu'on voit des fois chez des créateurs. C'est des choses qu'on sent dans la rue. C'est des choses, ça, je ne saurais pas te dire comment. C'était pas il y a, je suis pas sûre que Peut-être ce pas il y a soit il y a 5 ans, mais 5 ans. bon. Non, non, non. Je pense que c'est il y a 2, 3 ans maxi. 3 ans peut-être. Mais Et c'était en bien fait, avant que tout le monde le fasse. quand une tendance arrive, elle arrive déjà par la mode. Et avant d'arriver dans la rue, il y a un temps qui s'effectue. Parce que les gens voient des choses, les aiment pas, jusqu'au moment où ils les sentent. Et ils le font au moment où ils le sentent. Parce qu'ils ont envie, parce que ça leur parle plus. Mais c'est comme si on avait besoin d'ingurgiter et de faire la digestion. Et moi, j'explique ça comme ça, en tous les cas. Euh, Ça me fascine. Mis à part le fait que toutes les tendances ne sont pas bonnes à prendre, toujours Bien pareil. sûr. Dans l'idée, je ne cesserai de dire restez vous-même. Euh, Il y a une c'est tendance vrai, que tu quoi. vois arriver là, qui va nous arriver peut-être dans 2 ans pour les femmes ou pour les hommes. Est-ce que Qu'est-ce tu qui es... te ferait plaisir? Ben, je sais pas, non, non, est-ce que tu as vu, est-ce que tu t'es dit, tu vois, par exemple, le fait que tu aies vu la pub Scoop. Charles Bronson, est-ce que Charles Bronson chez L'Oréal, selon toi, c'est une erreur où, où le mec s'est fait plaisir, le directeur artistique, ou est-ce qu'on va aller, ça veut dire c'est le préalable, on va aller vers... Non, mais on va y aller. On pourra reparler de cette coupe de cheveux et de cette moustache encore. On pourra en parler l'année prochaine. C'est aussi les créateurs qui lancent des tendances comme qui lance ça. qui crève? Sur même un abribus, ça paraît presque anodin, mais il y a une image qu'on aime. Il y a une image, comme on est très, très sur le retour au vintage partout, vraiment partout. euh, on amène le vintage dans le luxe, on l'amène dans la rue après, on l'amène Ouais, partout. Et là, il y a depuis un an, il y a une métamorphose de tout dans les looks quand on regarde dans la rue. Je veux dire, il y a quelques années, on n'aurait pas mis un t-shirt sous un costume parce qu'on aurait trouvé ça vraiment trop années 80, ni même une paire de baskets. Bon, moi, aujourd'hui, on voit, il y a des qualités de t-shirts qui sont comme des sweatshirts qui sont magnifiques. Moi, je ne mettrais toujours pas une paire de baskets avec un costume, mais peut-être parce que j'ai connu les années 80, je mettrais autre chose. Mais les looks changent, les pantalons sont larges, on revient complètement aux lignes années 30.
c'est les pantalons à pince, la fluidité des lignes. On les porte plus courts à l'époque qu'on les portait plus sur la chaussure. Les deux tendances sont là, ou ça dégringole complètement sur les chaussures, ou c'est plus court à la cheville. Mais le pantalon est large et le revers de pantalon revient. Les vestes sont extrêmement épaulées, comme dans les années 80-90. Comme celle que tu as. Oui, ben moi, c'est une tropézienne des années américaines, des années 60, celle-là, par contre. Mais on est dans des silhouettes structurées. On est carrément à la mode, c'était Montana des années 85-90, c'était Mugler, on arrive un peu à ça, mais il y a toujours, en tous les cas, le goût du jour qui est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va le mélanger avec tout ce qu'on a de la mode. C'est-à-dire que toujours, les gens vont pas faire un total look, les gens vont faire des mix avec ce qu'ils aiment, ce qui leur ressemble, et c'est ça qui va marcher. Comme on voit des gens dans la rue qui sont habillés, on se dit, oh là là, il est décalé celui-là. Mais par exemple, c'est une personne qui va être un peu âgée, qui s'est sentie bien dans une ligne à un certain moment de sa vie et qui va avoir du mal à la changer, qui va rester sur des codes dans lesquels ça le réconforte, parce que le vêtement, c'est un cocooning, ça réconforte aussi. Donc tout ça, c'est vraiment des choses de mentalité, quoi. Je peux finir aussi en disant qu'hier, j'ai aidé une amie à faire un vide-grenier. On était dans le 20e et là, dans le 20e, les gens se lâchent plus que peut-être dans les quartiers 8e ou 16e ou ailleurs, dans les looks. Et les looks, c'était flagrant que les mélanges étaient là et qu'il y avait un pas, il y a vraiment un pas qui est passé qui est passé vraiment dans la rue cette année, qui est là depuis l'année dernière ou il y a 1 an et demi, mais là maintenant c'est dans la rue. On les voit, les loups. Ils sont arrivés cet été avec ces bermudas que portaient les filles avec des baskets et des chaussettes moitié montantes. C'était pour la silhouette assez. Mais c'était ça, c'était la tendance de la rue qui était arrivée dans la rue, quoi. Et j'aimerais juste rebondir avant de te poser une autre question, mais je crois que je vous en avais parlé à tous les trois lors de la préparation de l'émission, mais c'est vrai que malgré ces conseils de bien avoir des vêtements bien coupés, qui nous ressemblent, etc., il y a des secteurs qui ne changent pas. Par contre, je vous ai parlé de mon ami qui est dans l'automobile, pas du tout juriste pour le coup, qui est arrivé avec son nouveau poste, une nouvelle tenue très, très bien, mais en fait on lui a dit, bah non, mets un costume. Et alors que ses collaborateurs avaient des costumes, mais extrêmement mal taillés apparemment. Et en fait, bien que lui soit, selon lui, et je suis assez d'accord avec lui, mieux habillé pour le coup, en tout cas des choses mieux coupées, et ben, on lui a dit non, non, remets ton costume, même À si. ce moment-là, il va falloir qu'il trouve un costume qui lui Ouais, correspond, exactement, ouais. dont la ligne lui correspond, parce qu'on reprend le discours de tout à l'heure sur le banquier, Oui. être en costume ou branché, ou ringard, ou invisible, ou arrogant, à lui de trouver son propre costume. Mais surtout, Mm. ne pas mettre un costume pour avoir le look de la boîte, mais rester lui-même. Mm. Je vous dirai de ces nouvelles très bientôt. Voilà. Et j'avais une question à te poser aussi, Valérie. Est-ce qu'il y a un personnage que tu as vraiment particulièrement adoré habiller? Est-ce que tu as un costume préféré parmi tout ce que tu as fait jusqu'à présent? Moi, souvent, on me pose cette question-là, ou un film préféré, ou une époque préférée. Pas du tout. Pas du tout, parce que ce que moi j'aime, c'est d'aller d'histoire en histoire et de jamais refaire la même chose, ou d'essayer de ne pas refaire la même chose. Et du coup, dans chaque époque, il y a des lignes qui me touchent, dans chaque personnage, il y a des choses qui me touchent. Je vais autant aimer faire un clochard que de faire une belle pépette, mais qui va être dans l'histoire décalée, ou de faire... non, ça, moi, je ne peux pas dire que j'ai de préférence pour ça. Ça, Tu veux pas choisir je parmi marche tous pas comme ça. tu veux pas Comment? choisir, tu veux pas choisir parmi tous tes enfants. C'est ça, si on peut appeler des enfants. Mais oui, c'est les personnages. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas avoir une préférence, c'est avoir la diversité. Et est-ce que tu as, dernière question, pardon, Lydie, après je te laisse la parole, est-ce qu'il y a une époque ou un costume que tu n'as jamais fait que tu aimerais faire un jour? J'avais jamais fait les années 30 et là, je vais embrayer sur un très gros projet qui va être en 1936, donc je suis folle de joie. J'ai à peine approché les années 50, donc c'est une période que j'aime beaucoup, mais je l'ai faite une fois, mais sur une partie de film, et j'adorerais faire quelque chose de science-fiction.
de partir vers le Exactement ce que futur j'allais dire. complètement. J'allais dire, en J'adorerais te ça connaissant, m'éclaterait. mais un truc de science-fiction, de super-héros, Ouais, c'est ça, être complètement complètement barré comme ça, je suis sûr que, tu vois, J'adorerais. je suis sûr Super. que tu adorais. Et je n'arrête pas de penser à toi, désolé. Il y a une série en ce moment sur Disney+, qui s'appelle Agatha All Along, où Je dans suis chaque dedans. épisode, on change d'atmosphère et on change d'endroit pour plein de raisons. L'importance des costumes pour comprendre immédiatement où on est. Je ne sais pas si tu l'as vu, Valou, mais Je, regarde-la, tu verras. je suis en train de la commencer à peine. Et ben voilà, et ben c'est incroyable. Et maintenant que vous êtes sensible aux costumes, si vous regardez cette série, c'est frappant à quel point chaque costume t'emmène dans une époque de manière extrêmement claire. Et je pense à toi souvent. Bref, je m'égare. Lydia, Ouais, tu as on une question. pourrait parler des costumes de série et faire carrément, Mais on y fera la carrément journée. une masterclass là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est génial, quoi. Dans les films, il y a tellement de choses à parler. Est-ce que j'ai le temps de donner un exemple qui me touche beaucoup, Bien Vas-y, sûr. qui est le vas-y. Dracula, le film Dracula de Coppola. On remarque que Dracula et la comédienne. Dans leur costume, on retrouve un parallèle énorme entre la branche d'olivier. Et on va voir une broderie sur ses robes à elle, on va voir un galon sur ses tenues à lui, on va être dans ce verre amande sur une paire de lunettes, on va être partout en rapport avec ça. Mais sur chaque tenue, on a ce rappel de tissu, de broderie ou d'impression qui les rapproche. J'ai trouvé ça tellement magnifique que sur le bazar de la Charité, le manteau d'Audrey Fleurot à carreaux vert bouteille, j'avais fait broder sur l'école, c'est pas un hommage parce qu'évidemment tout le monde est vivant, mais en rappel à l'amour que j'ai pour ce film, pour les costumes de ce film, j'avais fait broder une branche d'olivier sur ces cols, presque ton sur ton, ça se voyait presque pas, mais ça me faisait plaisir. Un easter egg dans le bazar de la Charité. Très Qui vient de jolie histoire. Il faudrait révéler. écrire un livre, Valérie, sur tout ce que tu nous racontes. Tu pourrais écrire un livre. On m'en a déjà parlé. Moi, je voulais juste revenir sur une chose, parce qu'évidemment, tout ça me parle. Et comme vous le savez, j'ai été comédienne pendant une dizaine d'années. Et le fait d'un seul coup, de prendre son costume de scène, c'est quelque chose qui est tellement pas anodin au moment où tu enfiles ton costume, où tu travailles avec la costumière, parce que évidemment, le costume est sur mesure pour un acteur. C'est vraiment un moment donné où tu prends la mesure de ton rôle. Et si je ramène ça au monde qui nous importe là aussi dans cette émission, donc au monde de l'entreprise, tout pendant qu'on n'a pas la mesure du rôle, enfin, il nous faut le costume pour avoir la mesure du rôle. Et Audrey, Pierre et même Valou, on a tous, je pense, et nos auditeurs, j'en suis sûre, une tenue préférentielle. On a tous une tenue qu'on adore et dans laquelle on se sent bien et qui nous ressemble en fait. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, si, C'est si, clair. si tu es d'accord avec moi. Et pour connaître Valérie, et qui m'a donné plein de conseils, évidemment, Valérie, elle va beaucoup, et je trouve ça assez génial, dans la précision. Tu vas aller jusqu'à regarder comment est fait le petit bouton sur la chemise, est-ce qu'il est bien à sa place, est-ce que la broche que tu portes ou le collier, L'accessoire est très important, ouais. voilà, voilà, tu vas beaucoup dans la précision et ton regard extérieur aussi, je trouve, est très important parce que soi-même, on voit pas toujours, hein, c'est comme C'est tout. clair, ouais, c'est clair. En fait, il faut avoir une Valérie Ada pas loin de soi pour Oh, d'un seul regarder dans son dingue. placard et se dire, bah voilà ce qui te va et ça, oublie, mets-le, donne-le, mais ça ne te convient pas. Mm. Ah, merci beaucoup. Et Valérie m'a jamais traité de femme d'automne, donc elle a excellemment goût. C'est la fin de l'émission. Bah, écoute, on veut vraiment te remercier, Valou, Valérie, C'est moi qui vous remercie. d'avoir pris le temps d'être avec nous, de partager ta passion et qu'on puisse aussi se rendre compte à quel point ben, c'est tout aussi valable dans le monde du travail. Donc, merci infiniment d'avoir été notre invité pour ce 76e épisode. Et merci à mes acolytes pour leur chronique. Et Audrey, tu vas nous parler de l'invité de la prochaine fois. Oui, la prochaine fois, on va recevoir Myriam Rack-Alambic qui va nous parler de clearance. Vous allez voir, c'est passionnant. C'est toujours juridique, mais
et aussi toujours dans le monde du coup artistique et du cinéma et de l'audiovisuel. Elle va aussi nous parler du festival Legal Corner qu'elle a créé. Donc hâte Eh que ben, vous tout un découvriez ce programme super que vous univers. retrouverez dans 15 jours sur toutes les bonnes plateformes et sur notre site www.club-sandwich.legal. Voilà, pour que vous alliez y faire un tour. Eh bien, écoutez, On a une photo à faire, Pierre. pardon? On a une photo à faire. Oui, on a une photo à faire, absolument. Ah, on va la faire en direct. Bon, alors on la fait Bah en oui, direct. faisons-la en direct, ça Allez, on la fait en change. direct, comme ça, vous découvrez les coulisses pour ceux qui regardent. Allez, on sourit, tout le monde sourit parce que je fais la photo. Ah, ah. Là, c'est bon, voilà. La photo est prise. Vous avez vraiment Club Sandwich, c'est du direct. Et sur ce, eh bien, je vous lance le jingle de fin et on vous redit à dans 15 jours. Passez un très bon moment en attendant de nous retrouver. Au revoir à tous. Merci. Au revoir, merci beaucoup.